Bonjour, La femme de ménage est un chef-d'œuvre. Je vous écris ces mots de mon plein gré. Aucun couteau sous la gorge. Non, ma future femme n'a rien à voir avec ce que je vais vous dire. Elle n'est pas en train de me dicter ce que je dois dire, et elle n'est absolument pas à l'origine de cet épisode. Hein, Guillaume? Pas vrai, Guillaume? Pas du tout. Je ne suis pas en train de mentir afin de sauver mes comics et mes mangas qui sont enfermés dans une pièce avec des jerrycans d'essence et un briquet tenu par Elodie. Non, tout ce que je vous dis est purement et simplement la vérité. J'ai adoré La femme de ménage. Le livre et le film. La version papier est ce que l'on fait de mieux dans le style. Un page-turner dont on ne sort pas indemne, tant les personnages et les situations dans lesquelles ils se retrouvent ne sont pas clichés. Je n'avais jamais lu un livre pareil. La manière d'écrire de l'auteur est tout simplement incroyable. La complexité des personnages est retranscrite d'une manière si réelle que j'avais parfois l'impression d'être au service des Winchester. Rendez-vous compte? En plus, je l'ai lu de mon propre chef, sans aucune contrainte ni obligation. On ne m'a pas forcé sous prétexte que ce serait intéressant d'avoir la version du livre au moment de son adaptation, ou parce que je veux absolument avoir ton avis parce que moi j'ai adoré. Et le film alors? Mais je n'ai même plus les mots pour retranscrire mon ressenti. Attendez. Oui. Ok. Ouais. C'est bon, elle est sortie. On est enfin entre nous, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Punaise! Bon, vous l'aurez compris, comme à l'accoutumée, j'ai été obligé par Elodie de faire quelque chose. Et cette fois, il s'agissait de lire La femme de ménage. Et ce n'était pas facile. Ah non, c'est vrai que je ne peux pas complètement lui en vouloir, tant j'aime et j'essaye, dans la mesure du possible, de lire les livres dont sont adaptés certains films que je vois et dont nous parlons ici. Et là, nous avons été sommés avec Guillaume, tout comme pour Zootopie à l'époque, de consacrer un épisode à l'adaptation du roman de Freda McFadden. Je n'ai eu d'autre choix que de m'atteler à la tâche et de le lire. Et je vous dis pas le calvaire, hein. Mon Dieu, que je n'ai pas aimé, mon Dieu. Bon, j'en rajoute un peu. Le roman est certes assez facile à lire, hein, à la faute à une écriture trop accessible et qui permet au récit de se faufiler sans trop de difficultés dans un nombre croissant de foyers de toutes sortes finalement. Cependant, on se prend au jeu assez rapidement grâce à cela. J'irai même plus loin, la structure narrative est même très bonne. On passe d'un point de vue à un autre en plein milieu du récit et j'ai pas pu m'empêcher de penser à la structure du film Gone Girl de David Fincher, ouais, rien que ça. Film que j'adore et dont nous parlerons un jour, ça c'est une certitude, j'ai décidé ça là maintenant à l'instant. Et promis, j'essaierai de lire le roman qu'il adapte, ça par contre c'est une promesse peut-être en l'air. Enfin bon, pour ce qui est de son adaptation, La femme de ménage n'avait qu'une raison qui m'a fait accepter mon triste sort, Sydney Sweeney. Eh oui, bienvenue à Beaufland. Ouais, j'assume. Bon, plus sérieusement, le film n'est pas si horrible et il est en plus assez fidèle au livre, vraiment. La fin change, mais on y reviendra pendant notre épisode. Par contre, s'il est regardable, le métrage souffre principalement d'une chose, le fait d'avoir tous les poussifs d'un téléfilm de TF1 qui passerait l'après-midi en pleine semaine. Franchement, c'est assez incroyable à quel point j'ai trouvé le film fade, je vous jure. Enfin bon, sans plus attendre, et parce qu'il me semble déjà entendre les pas d'Elodie qui reviennent, parlons de cinéma avec un grand C et rentrons ensemble dans le manoir des Winchester afin d'en résoudre tous ces mystères. Guillaume, générique s'il te plaît. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Je suis coupé là. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, vos conneries? Tu me veux, je suis là. Alors, Bonjour à tous, les aléas du direct, vous l'aurez compris. Il faut regarder la lumière rouge avant de poser la question. Bah oui, mais je ne la voyais pas, donc c'est pour ça que je ne peux pas la regarder. Tu n'étais pas coupé. Bah oui, je n'étais pas coupé. Bonjour à tous, bienvenue. Alors là, vous l'aurez compris, épisode spécial avec un générique extraordinaire, parce que là, c'est un générique comme il n'y a jamais eu, puisque je parle en plein milieu. Ah oui, c'est une première. Voilà, c'est une première. Il en fallait bien à un moment donné que je me foire. Tant pis, c'est pas grave. Bonjour, je suis content de vous retrouver. Je suis content de te retrouver, malgré mon erreur. Je suis très content qu'on se retrouve pour un nouvel épisode. Et quel épisode! Quel épisode tant attendu par une personne. Non, vraiment, c'est un épisode. Oh, mais en vrai, on va rigoler. On va rigoler. On a des choses à dire. Je pense qu'il y a quelques petits trucs à dire. On devrait s'en sortir. Donc, ça va Guillaume d'ailleurs, je t'ai même pas demandé. Mais oui, ça va très bien pour ce deuxième épisode de l'année. Content de l'année civile. De l'année civile, évidemment. Non, très content de se retrouver pour un nouvel épisode et pour parler de ce film, parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire en vrai. Donc, écoute, donc voilà. J'ai hâte
de voir ce que t'en as pensé, de savoir ce que t'en as pensé, un peu comme tout le monde, je pense. Bien sûr. Donc du coup, vous l'aurez compris, La femme de ménage, hein, je l'aurais dit peut-être que 400 fois dans mon édito. The Housemaid, en version originale, donc un livre au départ de Freda McFadden, sorti en 2022. Alors ça a été un best-seller instantané dans le style domestique noir ou thriller psychologique selon comment les gens le caractérisent. Et ça a été un best-seller international, hein, 4,5 millions d'exemplaires vendus à travers le monde depuis sa sortie apparemment, dont 2,3 rien qu'en France. Où il a aussi été le meilleur livre vendu en 2024 selon certaines sources, donc c'est peut-être à prendre avec des pincettes, mais je le mentionne quand même. Ça a donné lieu évidemment à plusieurs suites, hein. Il y en a 2 principales. Alors je crois que c'est Les secrets de la femme de ménage et un autre truc avec la femme de ménage dans le titre. C'est pas La femme de ménage se marie. Ah, il y a un truc comme ça. Attends, existe, je vais te dire ça. Suite. Mais en tout cas, moi j'ai pas les chiffres, hein, mais c'est un truc dont tout le monde parle depuis 2 ans, quoi. Bah c'est ça. Puis depuis 2 ans, en fait, je pense qu'il y a eu aussi là pour le coup, les réseaux sociaux ont énormément joué parce que tout le monde en parlait sur tout ce qui est TikTok, Instagram, enfin tous ces trucs-là. Donc oui, les suites, hein, c'est Les secrets de la femme de ménage en 2023 et La femme de ménage voit tout. Voilà, mais je crois qu'il y est question de mariage. J'ai dû lire le résumé à l'occasion parce que vous doutez bien qu'on a toute la saga à la maison. Évidemment. Et puis elle a fait d'autres livres dans le même genre. Alors oui, bien sûr, mais juste avant de parler des autres livres dans le même genre, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, il y a aussi une nouvelle qui s'intercale entre le tome 2 et le tome 3 qui s'appelle La femme de ménage se marie. Ok, très bien. Donc tu vois, il y avait bien une question de mariage à un moment donné. Et excuse-moi, vas-y, je te laisse continuer. Non, et cet auteur a été prolifique parce que elle a surfé sur le succès du premier roman, elle a fait des suites et elle a fait d'autres romans dans le même genre, La prof, La psy, et je crois qu'il y en a d'autres en préparation. Il y en a un qui vient de sortir qui s'appelle The Boyfriend et je crois qu'il y a Le Locataire qui sort en février, pas du tout précommandé pour Elodie, je vous rassure. Évidemment. Non mais c'est fou de voir, moi j'ai pas souvenir dans l'ère moderne là, de ces 20 dernières années d'avoir un auteur qui cartonne autant en si peu de temps avec autant surtout de livres. Qu'elle enchaîne les romans. C'est fou. C'est assez dingue. Hein. Quand tu regardes, et alors il suffit de voir pour le coup les gondoles genre à la Fnac ou les trucs comme ça, des livres VO, pas VF, mais en VO, tu te dis, mais attends, mais t'as l'impression de voir la femme de ménage, mais à toutes les sauces. Mais oui, il y a le locataire, il y a le boyfriend, il y a le machin, il y a le truc. Ça a l'air assez fou. Hein. Là, tu vois, je suis en train de regarder et ça a l'air assez incroyable. En 2009-2020, elle est très prolifique. Non, elle arrête déjà, pas. quand tu sors plusieurs livres par an, ça me paraît incroyable. Là, je vois qu'elle a sorti La psy en 2024, elle a sorti La prof la même année. Et on parle de romans qui font entre 4 et 600 pages quand même. Absolument. Donc c'est quand même assez incroyable. Et en fait, c'est tout à fait dans la mouvance du type de livre. On appelle ça des page turners parce que c'est des page turners, hein, clairement. Mais moi, j'en ai lu aucun. On m'en a offert un. On m'a offert La prof. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Mais je ne l'ai pas lu, donc je peux pas encore donner mon avis dessus. Mais moi, contrairement à toi, j'ai pas lu le livre. Donc on va avoir l'occasion d'en parler. Mais c'est incroyable en tout cas d'avoir... Elle a 45 ans, cette autrice, et d'avoir un succès pareil avec je vais y arriver, un nombre de livres sortis aussi important sur une période aussi courte. Je suis assez fasciné par ça. Absolument, ouais. Surtout qu'ils se vendent très très bien, mais ils ont quand même quelques critiques, notamment le côté un peu facile, stéréotypé et très surestimé au niveau du nombre de copies vendues. Bien sûr. Après, comme beaucoup de films aussi, hein, d'ailleurs, qui sont sûr. Jurassic World de Renaissance, un des plus gros succès, mais un des pires films que j'ai pu voir cette année. Hein. Non, mais d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Après, ça permet de faire lire un maximum de gens. Ma foi, c'est plutôt une très bonne chose. Faut pas cracher dans la soupe, comme Exactement. on dit. Donc voilà, effectivement, c'est ça le roman au départ. Pour ce qui est du film, hein, c'est ce qui nous intéresse quand même principalement aujourd'hui, hein, puisque moi le roman je l'ai lu, on m'a un peu forcé à le lire pour justement parce qu'on s'est dit que ça serait intéressant aussi d'avoir quand même un avis de quelqu'un qui l'a lu. Donc le film, lui, est réalisé par Paul Feig, que je ne connaissais pas particulièrement, réalisateur de plusieurs épisodes de la série Arrested Development. C'est aussi incroyable que ça puisse paraître. Le SOS Fantôme de 2016 et l'adaptation de L'école du bien et du mal en 2022. Le film dure 131 minutes et il est sorti le 24 décembre 2025 chez nous. À titre de comparaison, Avatar 3, c'était le 17 décembre. Hein, je ne l'ai pas dit dans l'épisode précédent, donc je le dis ici. La musique du film a été composée par Théodore Shapiro. Pareil, c'est pas un qu'on a l'habitude de voir dans les films qu'on traite.
Oui, je crois que c'est la première fois qu'on le croise. C'est la première fois qu'on le croise, absolument. Et alors, je pense qu'on a tous. Il a beaucoup de films de ce style, des films qu'on pourrait qualifier de films de filles, même si voilà, c'est plus forcément très bien vu de dire ça comme ça, mais en tout cas, ça s'adresse quand même à un public dont je ne fais pas partie, forcément au départ. C'est lui qui a fait la musique du Diable s'habille en Prada. C'est ce que j'allais dire, ouais, absolument. C'est pas le premier film que j'allais dire. Moi, j'allais dire, il a fait la musique de Sex Academy. Ah ouais. Le film qui parodiait un peu tout ce qui était American Pie à l'époque, avec Chris Evans, avant son arrivée chez Marvel. Et oui. Une comédie du début des années 2000 que je ne saurais que trop vous conseiller parce que vraiment il y en a plus, je suis pas sûr que ça ait bien vieilli, franchement. Très honnêtement, je l'ai pas revu depuis, mais. Sex Academy, c'était très drôle. Moi je m'étais marré à l'époque, mais ça fait. Il est sorti en 2001. Ouais. Il a jamais que 24 ans. Allez, enfin 25 même. Ouais. Oui. Et tu dis pas ça du tout parce qu'on parlait des réacts au spectacle de plein de gens il y a quelques minutes, bien sûr. Absolument pas. Il a également fait la musique, Théodore Shapiro. Du coup, je reviens à nos moutons, de Starsky et Hutch de Todd Phillips. Je sais pas si ça te parle. Je l'ai pas vu, mais oui, je sais qu'il y a eu une adaptation, mais j'ai pas vu. Avec comment il s'appelle, Owen Wilson et Ben Stiller. Donc Le Diable s'habille en Prada de David Frankel. Il a également fait la musique de Jennifer's Body de Karine Kusama, qui était déjà avec à l'époque ce film avec Amanda Seyfried et Megan Fox. Et plus globalement, il a composé la musique de tous les films de Paul Feig, justement. Et de David Frankel, je vois qu'il en a composé au moins 5 ou 6 de ses longs métrages. Donc, comme quoi. Ils ont l'air de travailler ensemble depuis un moment. Ok. Merci pour cette info. Avec plaisir. Le film a un budget de 35 millions pour un box-office de 139 millions au monde pour le moment, de ce que j'ai trouvé comme information. Parce que là, le film est toujours à l'affiche. Et je crois que pour le moment, c'est quasiment 1,3 million d'entrées en France, si je dis pas de conneries. C'est ce qu'il a fait sur la première semaine d'exploitation. Il doit être un peu plus maintenant, puisqu'il a plus de 2 semaines. Là, mais la première semaine, c'est ce qu'il a fait. Ce qui est un score plus qu'honorable. Oui, c'est plutôt pas mal comme démarrage. La période des vacances. Bon, la date de sortie était bien trouvée. Se faire sortir ça le 24 décembre, c'était à mon avis, d'un point de vue marketing, intelligent. Mais le film fonctionne plutôt bien. Et vu qu'il n'a pas un budget astronomique, j'imagine qu'il devrait être rentable assez vite. Là, il l'est déjà, parce que s'il a vraiment fait les 139 millions, il est déjà rentable. Il a déjà engrangé 100 millions de plus. Ouais, totalement. Donc voilà. Alors, au niveau du casting, on retrouve donc Sydney Sweeney, qui a joué dans Once Upon a Time in Hollywood. Elle jouait un petit rôle, elle jouait une des adeptes de la secte de... J'ai oublié son nom. Punaise, excusez-moi, j'ai mal fait mon travail sur ce coup. Sydney Sweeney, tac. Je me rappelais pas qu'elle avait joué dans Once Upon a Time. Mais si, elle a un tout petit rôle, elle joue comme avec l'actrice qui a joué dans The Substance. Pareil, elle joue dans Once Upon a Time in Hollywood, elle a un petit rôle et je crois que c'est une des deux c'est le duo, en fait, les deux sont ensemble. Elle joue. Mais oui, c'est vrai. La secte. Si, tout à fait. Oui. J'ai oublié son nom, ce psychopathe là, qui a vraiment existé. Manson, merci mon Guillaume, merci beaucoup. C'est partie de la famille. Voilà, c'est ça. Et du coup, elle a un petit rôle à cet endroit-là. J'avais pas fait le lien, mais oui. Donc voilà, elle a également joué, mais elle est surtout connue pour ses rôles télévisuels, parce qu'au niveau des films, il y a un petit rôle dans Once Upon a Time in Hollywood, j'ai galéré, mais il y a aussi un rôle principal dans Madame Web. Oui. Voilà, on laisse un ange passe. Et surtout, donc, les séries télé, elle a joué dans Euphoria aux côtés de Zendaya, dans The Handmaid's Tale, La Servante écarlate, et dans The White Lotus, plus récemment. Après, où elle tient des rôles principaux, si je dis pas de bêtises, dans la saison 1. Peut-être, j'ai pas vu encore The White Lotus. Moi non plus. J'ai pas regardé. Apparemment, c'est très très bien. Alors moi, j'entends tout et son contraire. J'en ai parlé cette semaine et on m'a dit que c'était très mauvais. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était très bien. Donc j'imagine que la vérité se trouve entre les deux. Je mentionnais American Pie, à savoir que dans The White Lotus, il y a Jennifer Coolidge qui est donc la maman de Stifler. Voilà, c'est juste pour boucler un peu la boucle, c'est fou quand même. C'est pas beau ça ? Là, je suis obligé de raconter cette anecdote. Vas-y, je t'en prie, je te la laisse. Nous sommes allés voir il y a fort longtemps l'avant-première de American Pie 4. Absolument, le retour du casting original à l'époque. Exactement, et tous les acteurs étaient là, et donc Bastien a Il n'y avait pas Stifler, j'étais très déçu. Non, il n'était pas là, mais tu as très longtemps eu comme photo de profil sur les réseaux sociaux, toi et la maman de Stifler. Absolument. Et une photo d'une très grande qualité, vous vous en doutez. Oui, mais quand même. Elle est magnifique cette photo. Cette photo est magnifique, absolument.
Et c'était pour moi, je garde un très bon souvenir. Mais bon, j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui vit encore dans le passé, qui a du mal à avancer avec son temps. Effectivement, je suis sûr que ça a très mal vieilli, mais j'en ai rien à foutre. Moi, c'est des films qui me font marrer. Pour ce qui est de Amanda Seyfried, ah oui, si, je vais quand même le mentionner. Sydney Sweeney, si vous n'avez pas vu beaucoup de ses rôles au cinéma ou même en série télé, parce que ça demande quand même un certain investissement en termes de temps, je veux dire. Vous en avez peut-être entendu parler dans les nouvelles, puisque là, cette année, elle a été au cœur du scandale American Eagle. Voilà, je sais pas si toi t'en as entendu parler, Guillaume. Ouais, un peu, mais je me suis assez peu intéressé à la question. Bon, voilà, c'était juste pour le mentionner et faire genre qu'on était, on était dans les actus. Mais oui, évidemment. Voilà, Amanda Seyfried, donc, qui elle a joué dans Mamma Mia, dans Jennifer's Body, justement, avec, donc je disais Megan Fox à l'époque. Et dans Tête 2, voilà, c'est les 3 films que j'ai notés parce que je pense que c'est les 3 plus gros rôles, entre guillemets, les rôles les plus importants au niveau du grand public. On a également la présence masculine cette fois de... Alors, comment ça se prononce ? Michele Morone. Voilà, on va essayer de le dire comme ça. Qui lui est connu pour... On reste un peu dans les mêmes thèmes, j'ai l'impression. Quoique, pour la saga, trilogie, je sais pas trop comment on peut appeler ça, trilogie, ouais. 365 DNI sur Netflix, qui est un... Il y a 3 films a priori. Oui, c'est une trilogie, je crois. C'est comment on dit, c'est 50 nuances degrés plus. Okay. En plus malsain, je trouve, et en plus glauque, ce qui est déjà énorme, parce qu'il faut y arriver. Je connais pas, honnêtement. C'est pas très bien, hein, très honnêtement. C'est-à-dire qu'en 20 minutes de film, t'as 3 chansons pop, donc forcément... Oui. Voilà. Et voilà. Bah, à peu près la même BO utilisée dans le film, d'ailleurs. Bref, on y reviendra. Et on a enfin en dernier personnage masculin Brandon Sklenar, dont c'est le premier gros rôle au cinéma, parce que j'ai regardé sa filmo, il n'y a rien qui me parlait. Bon, bah écoute, on va commencer à y aller. Hein, bah oui, il va parce falloir. Que là, je tourne autour du pot, mais j'en connais une qui est en train de me dire « Mais ça va, couche, arrête de tourner autour du pot, nanana !» Donc on va y aller. Mon cœur, c'est pour toi. Guillaume, qu'as-tu pensé de ce film et surtout pourquoi on l'a choisi et quelles étaient tes attentes avant tout? Non mais tu l'as dit, on l'a choisi parce qu'on nous l'a chaudement recommandé, mais au-delà de la vanne, c'est vrai que c'est tellement un phénomène littéraire, hein, parce qu'il faut dire ce qui est, que forcément quand un livre qui a autant cartonné est adapté au cinéma, c'est toujours intéressant, même si moi j'ai pas lu les bouquins. J'avoue que j'ai un peu envie de lire le premier. Ça m'a donné un peu envie parce que moi, dans mon entourage, toute ma famille a quasiment lu ce bouquin. Donc bon, je me suis dit que j'allais sans doute le lire. Je l'ai récupéré pendant les vacances là. Ne te donne pas cette peine. Donc je pense quand même que j'essaierai de le lire. Mais voilà, après, je n'avais aucune attente. Je n'avais même pas vu de bande-annonce. Parce que en fait je savais qu'on allait le faire pendant le podcast et je savais que j'aurais pas trop de mal à convaincre Léa et ou des gens de ma famille de venir voir le film, donc voilà, je savais que dans tous les cas j'irais le voir, mais clairement j'avais pas d'attente et le résultat il est alors je vais attention à ce que je tu vas vais dire. apporter un peu de nuance. Je trouve que la première partie est catastrophique à tous les niveaux. Alors dans les points positifs, négatifs généraux, il y a vraiment une réalisation à chier, il faut le dire. Enfin, on dirait un téléfilm TF1. C'est vraiment. C'est exactement ça. C'est le premier truc que j'ai dit à Léa quand on est sorti de la séance. J'ai dit mais on vient de voir un téléfilm quoi. Je veux dire, où est passé l'argent? Vraiment. Où est passé l'argent? Il y a un mec qui a volé l'argent. C'est pas possible. Enfin, je veux dire. Ou alors c'est passé dans les cachets. Hein. Ouais, mais enfin, à et part dans la promo. Sydney Sweeney, et les autres, c'est pas non plus. Enfin, le casting, c'est pas des rockstars quoi. Alors, ça a pas dû coûter si cher que ça quoi. Respecte Amanda parce que elle a un super baiser avec Megan Fox dans Jennifer's Body. Non mais je dis pas que c'est des mauvais comédiens. C'est mon crush d'adolescent, donc laisse-moi tranquille. Non mais tu vois ce que je veux dire, franchement. Non mais oui, bien sûr, c'est pas des grosses stars. C'est vraiment, c'est d'une pauvreté dans la mise en scène, dans l'image, dans l'éclairage. C'est vraiment pas, enfin c'est digne d'un téléfilm quoi. D'un point de vue narratif, la première partie c'est vraiment nul. C'est une succession de scénettes, bien sûr, qui n'ont pas de lien les unes avec les autres. Qui du coup ne caractérise pas du tout les personnages. On comprend pas pourquoi les personnages sont ce qu'ils sont en dehors du personnage principal qu'on nous contextualise assez vite, mais franchement c'est vraiment pas bien. Moi j'ai vu arriver le twist final, je vais pas dire tout de suite, ce serait mentir, mais j'ai commencé à me dire ça va, je pense qu'en fait ça va être ça la solution à peu près à la moitié du film, mais je dois reconnaître que je trouve que la deuxième partie est mieux.
Ok. À partir du moment où le film part un peu en vrille, en tout cas l'histoire part un peu en vrille vis-à-vis de elle quand elle se fait donc enfermer, à partir de là, comme le film ça devient non plus une succession de scénettes dont on ne sait pas quand elles se passent, mais il y a une continuité chronologique qui est assez facile à suivre puisque c'est les jours En qui fait, passent. on revoit un peu les scènes de début à un moment donné. Exactement, il y a toute la partie flashback. Et je trouve que la deuxième partie, elle est mieux. Je ne vais pas dire que c'est le film du siècle, hein, loin de là. Mais je trouvais ça pas si mal, la deuxième partie. Après, globalement, ce film n'a rien à faire au cinéma. Enfin, c'est facile à dire, mais c'est vraiment... je trouve ça dommage quand on a un truc qui a aussi bien marché, dont on est sûr qu'il va marcher au cinéma. Alors évidemment, la facilité, c'est de faire le truc le plus basique du monde et de toute façon, ça va marcher. Mais ça aurait été bien d'en faire un truc mieux, quoi. Même sans avoir lu le livre, je pense qu'il y avait mieux à faire, ne serait-ce que dans la réalisation. Et je trouve ça d'une pauvreté terrible. La bande originale inexistante. est totalement inexistante. La soundtrack aussi, elle est à Yesh. Mais on est d'accord. Et enfin, moi, je suis obligé de dire, quand le film s'est fini, on a regardé un tout petit peu le générique. Et moi, je voulais juste confirmer un truc. C'est clairement un homme qui a réalisé ce film-là. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est en 2025, enfin 2026 maintenant, mais la lourdeur, quoi, notamment des scènes de sexe qui sont quand même, je trouve, dans la manière de filmer, enfin, ouais, tu sens que c'est un mec derrière la caméra, quoi. Et franchement, bah même ça, je trouve ça nul parce que tu l'as dit, ce livre a très bien marché. Il a eu assez largement un public féminin. Donc ça aurait peut-être été pas mal de le confier à une femme d'ailleurs, ce film-là, pourquoi pas. Mais surtout, enfin voilà, le film tombe dans tous les clichés nuls, y compris ceux-là. Et bah pour moi, ça rajoute un clou dans le cercueil final de ce film, qui en plus va avoir une suite, selon toute vraisemblance. De toute façon, on sait qu'il y a au moins trois vrais tomes, deux vraies suites. Enfin, c'est ça. Si le film marchait un minimum, c'était très tendu qu'il n'y ait pas de suite. Hein. Et puis le film ça aurait été très surprenant. Étant en train de marcher, je pense que ça arrivera, quoi. Et toi, du coup, quelles étaient tes attentes ? J'en avais aucune. Enfin, très honnêtement, j'en avais aucune. J'avais aucune attente. Je savais très bien vers quoi je m'engageais, puisque moi, Elodie m'a fait déjà regarder les Twilight à l'époque et les 50 nuances degrés. Alors, je vais rebondir un peu sur ce que tu disais sur les scènes de sexe dans ce film-là. À savoir que dans le roman, elles sont beaucoup moins décrites, beaucoup moins visuelles. En fait, on dit juste ils ont fait l'amour et puis on voit qu'ils se réveillent le lendemain. Moi, je vais être honnête, que ce soit le livre ou le film, j'avais peur d'aller vers un 50 nuances degrés bis ou un sous 50 nuances degrés. À savoir qu'en fait, 50 nuances degrés est souvent associé à de la romance érotique, alors que, du coup, là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt un thriller psychologique, plus précisément domestique noir. Oui. Domestic thriller, ils appellent ça aux États-Unis. Donc, tu vois, il y a une sexualité qui est présente, mais qui n'est pas utilisée comme moteur principal. Après, très honnêtement, le fait que ce soit un homme qui réalise, moi, j'arrive pas en fait à voir ça. Moi, quand je vais voir un film, j'arrive pas à me dire on voit bien que c'est un homme, on voit bien que c'est une femme, on voit bien que voilà. Donc, j'ai pas eu ce sentiment, j'ai pas eu cette vision là. Maintenant, je l'entends, je le conçois aussi. C'est vrai que la scène de sexe entre les deux personnages, dont Sydney Sweeney, évidemment, avec la musique à fond. Là, tu vois, je te parlais de 365 DNA. 365 DNA, c'est que des scènes de cul encore plus graphiques, on va dire, mais sans jamais vraiment montrer. Donc, on est même pas encore dans de l'érotisme, tu vois, je trouve. C'est trop bizarre. Et avec de la musique comme ça en fond, et c'est ça tout le long du film, les 365 machins. Donc voilà, après, je rebondis parce que c'est marrant parce que du coup, tout à l'heure, on parlait d'un débat que j'avais eu il y a quelques temps avec d'autres personnes qui justement disaient oui, il y en a marre des scènes de sexe au cinéma, on n'y croit pas, c'est trop beau, c'est trop lisse, c'est trop ci, c'est trop ça. Bon, ils disaient ça pour des films où je trouve que ça fait pas tellement de sens de le reprocher. Là, je trouve qu'effectivement, ce serait un reproche qu'on pourrait faire au film, tout à fait. Ouais, totalement. Donc voilà, sinon après en termes d'attente, donc j'en avais pas, mais en termes de ressenti, Bastien, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Eh bien écoutez, je vais vous le dire. Le fait est que le film adapte très bien le livre. Tu vois, la première partie que toi tu as trouvée vraiment mauvaise comme pas possible au cinéma, elle est un peu plus détaillée dans le bouquin, mais ils ont repris vraiment les grosses lignes. Et en fait, ce que tu as ressenti, cette succession de scénettes, c'est ce que tu ressens en lisant le bouquin. Le bouquin, c'est des chapitres de 2-3 pages qui racontent une scène. Et t'enchaînes jusqu'à la révélation de milieu de livre où on te dit ce qu'il en est, quoi. Mais donc du coup,
en vrai, ça adapte bien, mais je trouve que la structure narrative du bouquin est beaucoup mieux amenée. Tu vois, je parlais de la comparaison avec Gone Girl. Moi aussi, juste en lisant le bouquin, j'avais très vite compris qu'il y avait un truc avec Nina et que, effectivement, il y avait anguille sous roche, comme on dit. Mais du coup, dans le bouquin, ça fonctionne plutôt bien. Cette révélation, elle marche très bien. Là, dans le film, c'est peut-être parce que je le savais déjà et que j'avais lu le bouquin la veille, du coup. Mais je trouve que ça, c'est très facile, en fait, comme résolution et pas cliffhanger, mais on te balance ça un peu comme ça. Je trouve que c'est pas bien amené. C'est ça que je veux dire. Mais pour le coup, tu vois, moi j'ai pas lu le livre, mais je me réfère à ce que tu viens de dire là. C'est là où je trouve qu'on peut blâmer le film, c'est que quand on adapte une œuvre, il y a un travail d'adaptation à faire. Bien sûr. Ce qui marche en livre, moi j'entends très bien ce que tu dis des scènes, des chapitres très courts, c'est le modèle d'un page turner. Je suis d'accord avec ce que tu vas dire, je sais ce que tu vas dire. C'est là où il faut faire un travail d'adaptation. C'est là où, par exemple, ça n'a rien à voir, mais ça a été la force d'une grosse partie des films Harry Potter, c'est le travail d'adaptation. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on modifie pour que ça corresponde à la grammaire du cinéma. La première partie de La femme de ménage, le film, ce n'est pas du tout la grammaire du cinéma. Il faut créer du lien, il faut donner une continuité. Et là, le film, il ne sait pas faire ça. Pas du tout. Alors moi, je te dis, hein, je t'écoute et je découvre en même temps que tes paroles, comment est construit le livre, mais j'imagine qu'en bouquin, ça marche beaucoup mieux. Du coup, parce que là, clairement, au cinéma, ça marche pas du tout. On aurait pu faire des mini-épisodes d'une mini-série pour chaque scène. Voilà, dans cette scène-là, elle va crier dans la cuisine. Dans cette scène-là, elle va lui donner des vêtements. Dans cette scène, bon, ok, mais créer une histoire. Il n'y a pas d'histoire. Non, il n'y a pas de lien. Tu l'as dit, c'est ce que j'allais dire derrière. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre les scènes. Il n'y a pas de lien entre les scènes, entre les péripéties et compagnie. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de liens dans le bouquin non plus. Hein. Après, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça marche mieux en bouquin, évidemment. C'est la grammaire de ce genre de roman. Maintenant, moi, tu vois, des page-turners, pour moi, c'est pas forcément des chapitres courts qui s'enchaînent et que tu n'arrives pas à finir. Je suis d'accord. Pour moi, un page-turner, c'est un bouquin dont tu n'arrives pas à décrocher, peu importe la longueur du chapitre, en fait. Oui, non, mais tout à fait. Alors après, effectivement, tu as des bouquins dont tu n'arrives pas à décrocher, c'est pas des page-turners, parce que les chapitres sont longs, sont complexes, et du coup, bah, tu te dis, putain, j'adore, j'accroche, mais je me vois pas enchaîner le bouquin toute la soirée, on est d'accord. Donc il y a forcément ce côté, je dirais pas un peu accessible, si, hein, ce côté un peu accessible, mais moi, tu vois, je lis beaucoup de thrillers en roman, notamment les bouquins de Cédric Cyr, ce genre de choses. Alors c'est pour ça que je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense que je suis pas du tout le client de ce genre de livre. Et je sais que voilà, en 2026 maintenant, c'est toujours un petit peu casse-gueule de catégoriser certaines choses pour un certain public. Je pense très honnêtement que c'est des trucs pour, alors j'allais dire la ménagère, mais étant donné que beaucoup de gens de notre âge, de notre entourage les lisent, ça serait médisant de dire ça. Mais disons que je pense que c'est quand même un public très particulier qui est visé. Alors, quand je dis particulier, ce que je veux dire, c'est que je pense pas que ça s'adresse à toi ou moi, typiquement. Je pense pas que ça. Je vais être honnête, je vais le dire parce que voilà, tant pis. Je suis désolé d'avance si ça, je sais pas si ça choque, mais si c'est très maladroit, c'est sans doute très maladroit, mais je pense que c'est des films de filles, c'est des œuvres pensées pour un public féminin. Je pense que c'est réellement. Et en plus, là, je parle du bouquin, je parle pas du film. Oui, bien sûr. Non, mais, donc, mais je pense que c'est pour ça peut-être que oui. Enfin, encore une fois, je ne jugerai pas du livre, je ne l'ai pas lu. Et dans mon entourage, c'est essentiellement des femmes qui l'ont lu aussi. Je reconnais ça. Mais encore une fois, quel que soit le modèle de base, si tu veux l'adapter, bah, il faut l'adapter. Une adaptation, ça a un sens. Ça veut dire transformer d'un média à l'autre. Exactement, c'est pas recopier des dialogues et surtout, encore une fois, la pauvreté des décors. Moi, tu vois, par exemple, il y a un truc qui m'a un peu déçu pendant que je regardais le film. Au tout début, j'avance juste là-dessus et après je te laisserai faire, mais au début, elle lui présente la maison, elle se balade, on voit un peu toutes les pièces. C'est exactement le début du bouquin. Ouais, mais du coup, moi au cinéma, je me dis, ok, si on monte tout ça, c'est que ça va avoir un intérêt. Il y a des décors qu'on nous montre au moment de la visite qu'on ne revoit jamais dans le film. Ça sert à rien de montrer ça. Je veux dire, ça coûte de l'argent en plus de faire des décors, de montrer. Mais ne nous montrez pas des trucs qu'on reverra jamais. Tu sais, il y a une espèce de salon à l'étage où elle dit « Ah bah ce salon-là, on n'y va jamais. » Ok. Et donc... il sert dans la résolution finale. Bah, il sert parce qu'ils sont à cet endroit-là, mais le décor en lui-même c'est sert juste à ça rien. que je veux te dire. Mais le décor en lui-même sert à rien.
Bah, tu vois ce que je veux dire, on le voit pas. En plus, c'est dans la c'est une pénombre. maison, c'est une maison, elle fait visiter toutes les pièces. Tu te doutes bien que toutes les pièces vont pas servir pour le coup. Oui, mais du coup, quel est l'intérêt de montrer tout? Mais c'est parce qu'en gros, je pense que ce qu'ils ont voulu faire, au-delà d'adapter scène par scène, parce que vraiment c'est le premier chapitre, deuxième, allez, c'est le premier chapitre en plus, je te dis une connerie, c'est de se mettre vraiment, parce que le bouquin, oui ça je l'ai pas précisé, le bouquin, je pense que ça a son importance aussi, est écrit à jeu. C'est du coup t'es dans la tête vraiment du personnage, hein, comme c'est souvent le cas quand c'est écrit comme ça. Et le fait est que du coup ils ont voulu retranscrire ça. Effectivement, elle fait visiter toutes les pièces. Il y en a qui sont de plus ou moins d'importance. Et puis c'est pour faire monter la sauce jusqu'au grenier pour voir ça quoi. Donc puisque ça va être le lieu de résolution de vraiment toute l'intrigue. Oui, Finalement bien c'est sûr. autour de ça que va tout tourner. C'est autour de cette petite chambre. Oui. Donc moi pour le coup ça m'a pas choqué. Après le film je le trouve encore une fois extrêmement fade. Je trouve pas qu'il y ait grand chose je dirais pas à en dire, mais en tout cas à en garder. Bon, bah écoute, on va voir ce qu'on a à en dire en va racontant voir. un peu le film. On va raconter un peu. Bon, de quoi ça parle du coup? Qu'est-ce que ça raconte tout ça? Alors, on découvre, le film commence, on découvre Millie Calloway, donc qui est incarnée par Sydney Sweeney, qui passe un entretien avec Nina Winchester, incarnée par Amanda Seyfried. Et donc Nina lui fait, vous l'aurez compris, visiter la maison. C'est un grand manoir de riches et compagnie. Elle est toute propre sur elle, machin. Et en fait, le fait est que Millie, on se rend vite compte que elle est complètement à l'opposé de ce mode de vie. On comprend qu'elle vit dans sa voiture, on comprend quand elle attend justement le retour pour savoir si elle a ce poste, elle vit dans sa voiture, elle a l'air de sortir de, je sais plus si on nous le dit à ce moment-là, mais elle est en liberté conditionnelle. Donc voilà, elle est pas sereine quoi dans la vie encore, et elle a l'air d'avoir vécu des choses. Donc on nous met ça comme contexte, et finalement évidemment elle est rappelée par Nina qui lui dit écoutez, si vous êtes d'accord, le poste est toujours disponible, machin. Donc elle va travailler là-bas, et en fait Nina lui avait fait visiter la maison parce qu'elle lui a dit voilà, c'est là que vous allez vivre si vous êtes prise. Donc elle va vivre dans cette fameuse chambre au grenier qui n'a pas de serrure à l'intérieur, de poignée à l'intérieur, et qui se ferme que de l'extérieur en fait. Suite à ça, une fois qu'elle est engagée, elle va découvrir du coup la famille, et en fait tout ce qu'elle pensait de Nina va complètement être chamboulé, puisque Nina se retrouve être une personne très instable psychologiquement. Par exemple, quand elle a visité la maison, quand elle a fait son entretien d'embauche dans la maison, tout était propre, tout était clean, et elle se demandait même, c'est dit dans le bouquin aussi, et c'est montré je trouve là pour le coup, elle se dit mais putain c'est clean quoi, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'une femme de ménage? Et en fait quand elle vient, parce que du coup Nina l'appelle, lui dit bon voilà t'as le poste, et en fait elle vient le lendemain directement. Alors dans le bouquin je crois que c'est le lendemain, là c'est le jour même. Elle arrive là-bas et elle voit que tout est sans dessus dessous, il y a des casseroles partout, etc. Donc Nina lui dit vous pouvez commencer à ranger maintenant. Ok. Donc elle découvre Nina, elle découvre Andrew, qui est donc le mari de Nina, qui est un beau gosse, mystérieux, très souriant et complètement peace and love, à l'opposé de ce que Nina lui montre, vu c'est une petite puce, elle saute un peu partout, machin. Et elle découvre aussi leur fille, qui en fait est la fille adoptive d'Andrew, qui est c'est la fille biologique de Nina, donc qui s'appelle Cecilia. Suite à ça, du coup, donc elle commence à faire ses tâches, machin, mais Nina devient de plus en plus instable. Par exemple, à un moment donné, elle lui demande où sont les notes qu'elle avait mises pour sa réunion de parents d'élèves. Et en faisant ça, elle sort tout ce qu'il y a dans le frigo, alors que Millie vient juste de tout ranger. Elle balance tout au pied de Millie, etc. Elle fait une crise, en fait. Elle fait une crise de folie, quoi, en fait. Et il n'y a que Andrew, dans ces moments-là, qui la calme et qui compatit beaucoup avec Millie. Millie, on va y arriver. Millie, on comprend très vite qu'elle commence à avoir une petite attirance pour Andrew, forcément. Surtout qu'on apprend que ça fait longtemps qu'elle était en prison, du coup. D'un côté, j'ai pas parlé aussi d'un personnage, donc pourtant je l'ai cité dans le casting. On a le jardinier aussi, qui est toujours là et qui surveille, en tout cas qui regarde, qui observe, mais qui parle pas français, il parle que italien. Et qui a l'air de prévenir Millie quand elle arrive que tout n'est pas aussi beau que ce que ça a l'air. Dans le film, il lui dit rien. Ah ouais, je me souvenais même plus, tu vois. Il lui parle pas. Parce que dans le film, dans le livre, il lui dit danger en italien. Et après, elle voit, elle fait pourquoi il m'a dit danger, ce con. Ah non, dans le livre, quand elle arrive, elle rentre la première fois, elle demande à voir la patronne, du coup, enfin la maîtresse de maison.
Et lui, il est en train de réparer un lampadaire, elle lui parle, il lui répond pas, et très vite, elle lui dit vous n'avez pas à parler avec lui, et il met 1000 ans dans le film avant de lui adresser péniblement la parole. Clairement, il a un rôle muet pendant une grosse partie du film. Oui, non, mais vraiment, tu sens qu'ils ont pris le mec parce qu'il sortait de la trilogie Netflix comme ça. Enfin, je vois pas pourquoi il l'aurait pris autrement. Bah oui, clairement. Et puis il a un rôle, il sert à rien. On va pas se Oui, voilà, il sert absolument à rien. Mais on apprend par les déplacements de Millie quand elle va faire des courses ou ce genre de choses, ou quand elle voit justement les autres copines entre guillemets de Nina qui lui posent des questions. Ils disent c'est pas trop difficile d'être à son service, patati patata, machin. Et elle apprend que Nina a tenté de noyer sa fille Cecilia quelques années auparavant et qu'elle a également tenté de se suicider par overdose dans la foulée. Donc du coup, elle comprend un peu mieux pourquoi elle est chelou, cette femme-là. À un moment donné, Nina demande... Bah oui, parce que c'est ça aussi. Nina, en fait, elle veut avoir un enfant biologique avec Andrew, mais ils n'y arrivent pas. Ils apprennent qu'ils ne pourront jamais en avoir. Ce qui permet de voir narrativement que Andrew se détache progressivement des crises de folie de sa femme. Et du coup, pour aller mieux, Nina demande à Millie d'organiser un week-end à Broadway pour eux deux, pour aller voir la comédie musicale Showdown, avec un séjour à l'hôtel. Millie le fait, mais Nina lui dit « Mais je vous ai pas demandé de réserver ce jour-là. Je vous ai demandé de réserver tel autre jour. » Et elle dit « Bah non, vous m'avez dit ça. » Elle fait « Mais non, c'est pas possible. Moi, je suis pas là ce week-end. Comment on fait ? Nanana, on peut pas se faire rembourser. Vous êtes viré. » Andrew la protège. Je lui dis « Non, c'est bon. Elle va se faire rembourser. J'ai une assurance, machin. » Du coup, Nina s'en va parce qu'en fait, elle doit emmener en colonie sa fille. Et du coup, Andrew propose à Millie, vu qu'il voit qu'elle est toute pauvre et compagnie, et qu'elle a jamais vu de comédie musicale à Broadway, d'aller à Broadway avec lui. Bon, on se demande où ça va mener tout ça, hein, mais évidemment... La subtilité en 2 étapes. Donc évidemment, Andrew et Nina... vont manger au restaurant après, donc il lui fait vivre une vraie soirée de princesse, un conte de fées moderne. Voilà, c'est bien, c'est dit ? Ouais, ok, super. Elle nous surveille. Donc du coup, donc voilà. Et en fait, ce qui se passe, ce qui devait arriver arriva. Ils font l'amour. Oui, parce qu'en fait, au début, ils vont chacun dans leur chambre, mais elle se rend compte sur son téléphone qu'il n'avait plus de batterie, qu'elle a reçu 50 000 SMS de la Nina nana qui lui demandait de sortir les poubelles. Voilà, et qui lui dit qu'elle est virée, machin. Donc elle toque, elle a la porte en panique chez l'autre pour lui dire je vais être viré, et puis il la ken du coup. Concrètement, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Oui, mais c'est si beau. Oui, c'est merveilleux. Presque en contre-jour. Voilà, avec une playlist de qualité. Absolument. Voilà, grosso modo, c'est comme ça que quand arrive au début de leur relation. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc quand ils arrivent à rentrer juste avant Nina. Ils enlèvent les poubelles, machin. Finalement, Andrew réembrasse Millie et il l'emmène dans la chambre pour faire l'amour à nouveau. Et en VF, il dit « Oh, et puis merde ». Ouais, « Oh, et puis merde ». C'est ça qu'il dit en français. Waouh. Je ferai un point VF. En VO, je crois qu'il a dit un petit genre « Oh, fuck it ». Je sais plus. Bref, et donc du coup, voilà, Nina finit par rentrer et quand elle rentre, elle comprend, quoi. Elle comprend parce Elle comprend parce que, si je dis pas de bêtises, on a appris plus tôt qu'en fait, elle a offert un téléphone. Voilà, pour que Millie soit joignable et qu'elle ait une carte bleue sur le téléphone, elle lui a offert un iPhone. Et en fait, sur l'iPhone, il y a la géolocalisation, donc elle sait qu'elle a passé la nuit avec Andrew, vu que les 2 téléphones étaient côte à côte. Exactement. On se doute bien qu'ils n'ont pas, fait autre chose. Joué au Scrabble. Voilà, merci, je trouvais plus l'expression. et donc. Le fait est que, ça fait beaucoup de fois que je dis le fait est, mais en même temps c'est vrai, le fait est que du coup Nina découvre le poteau rose et là c'est l'explosion et là on se demande bien mais où ça va mener. Andrew prend la décision de virer sa femme purement et simplement, sans aucun regret ni aucun remords. Il lui dit tu dégages, c'est ma maison, tu dégages. Exactement. Voilà. Et je te quitte, c'est fini. Voilà. Et donc là elle lui dit quoi, mais t'es sérieux? Et donc elle s'en va toute énervée en prenant sa voiture, elle s'en va. Et elle est au portail et elle se met à pleurer. Voilà. Et là, on a un cut. Et là, on arrive dans la maison et on voit Andrew et Millie vivre leur vie d'amour. Voilà. Le bonheur à l'état pur, du sexe, des bonbons et des bisounours. Et en fait, à un moment donné, Millie se dit voilà, c'est ma nouvelle vie, je vais lui faire son petit déjeuner dans cette argenterie qu'il aime tant. Qu'il tient de sa famille. Argenterie offerte par sa mère, un peu plus tôt dans le film. Un peu plus tôt dans le film, absolument. Chose à laquelle il tient énormément. Et donc, elle prépare le petit-déj, elle le met sur un plateau, elle commence à aller. Puis là,
Jardinier man. face à elle, le jardinier qui la regarde à travers la vitre. Et donc là, elle a peur, elle lâche le plateau, tout se pète. Aïe, 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 aïe. Donc aïe. là, Andrew arrive, il commence à s'embrouiller avec Michelle, je sais plus c'est quoi son nom dans le film, on s'en fiche. Et, et en gros, les deux s'embrouillent. Michelle, toujours muet, ne dit rien, mais part en C'est disant... Enzo. Enzo, voilà. Enzo s'en va en disant... en faisant son regard de ténébreux. Mais je m'en vais. Voilà, donc il s'en va. Et pourquoi je fais l'accent Je sais pas, je suis mais- con. Et donc il s'en va. Et bah écoutez, on se dit que c'est bon, quoi. Et en fait, là, et du coup, Andrew, il se dit j'ai un petit fantasme. Viens, on va faire l'amour. On va faire l'amour dans ta petite chambre de bonne. Ouais. Ah oui, j'adore. Du coup, ils y vont. Et là, Millie, se réveille, enfermée dans sa propre chambre de bonne, Dans laquelle il n'y a plus rien. dans laquelle il n'a plus rien À part son lit. à part son lit et surtout pas Andrew, Et oui. qui n'est plus là. Donc elle se dit là, c'est rigolo, tu m'as enfermé, puis t'as enlevé toutes mes affaires, c'est trop drôle. Et ouvre-moi maintenant parce que j'aime plus trop, quoi. Et en fait, il lui dit non, je t'ouvrirai, mais pas tout de suite, parce que tu as cassé mon argenterie. Il fait oui, mais tu m'as dit que tu connais un mec qui allait le réparer. Oui, mais je t'avais demandé de laver les morceaux. Et oui. tu l'as pas fait. L'hygiène, c'est important, chérie. Exactement. Donc je te laisserai C'est un sortir. privilège. Voilà, et c'est un privilège. Et il lui dit ça, et il lui dit je te laisserai sortir, mais. Alors non, je dis c'est pas tout de suite, si je dis pas de conneries. Si, il lui dit Ah, que oui, alors. pour la laisser sortir, Ok, j'ai un truc à dire après, tu vois. il l'obligera à Voilà, faire tu- 21 marques. 21, c'est pas C'est 37. 21 puisqu'elle a 21. coupé, elle a cassé le l'assiette truc en 21 morceaux. Voilà, il veut qu'elle se scarifie le ventre 21 fois, et en fait on comprend qu'il y a une caméra dans la chambre et qu'il peut l'observer pour le faire. Voilà, et là on repasse à Nina. Si tu veux prendre le relais sur Mais Nina, pas de problème. vas-y. En fait, on va avoir donc elle est un peu en PLS. Elle se rend compte que vraiment elle a affaire à un malade mental, quoi. Et là, cut. Et là, on a un cut et on a un espèce d'effet de rembobinage, quoi. Et on revient à Nina qui est dans sa voiture en train de pleurer parce qu'elle vient de se faire larguer. Et là, elle pleure et elle enlève sa main et en fait, elle rigole. Et là, elle explose de joie et elle s'en va. Et on la suit, elle va dans une chambre d'hôtel, elle se bourre la gueule au champagne, etc. Et en fait, on revoit toute sa vie de son point de vue. Elle brûle la photo de son mari. Elle brûle la photo de son mari. Et on revoit donc toute sa vie de son point de vue en flashback. Et en fait, on se rend compte que il lui a mis le grappin dessus quand elle était enceinte, elle était mère célibataire. Et qu'en réalité... Ouais, elle avait accouché déjà, je crois. Elle avait accouché, oui, Ouais. mais elle était mère célibataire. Il l'a rencontrée parce qu'elle avait des... En fait, elle était secrétaire dans la boîte d'Andrew et lui Voilà, venait exactement. voir un des avocats et elle a eu une montée de lait. Voilà. Et du coup, tout le monde s'est foutu de sa gueule, sauf Andrew. Et voilà, et donc du coup il l'a invité et en fait on se rend compte qu'il y a le même pattern qu'avec Millie, c'est-à-dire il l'invite, il lui fait passer une soirée et il la demande en mariage 6 semaines après et elle emménage là-dedans et elle devient une femme au foyer riche et heureuse et en fait un jour il lui dit ah chérie il faudrait que tu refasses tes racines à tes cheveux parce que c'est quand même pas très joli que je dis ouais pas de problème je vais le faire. Oui, parce qu'elle était brune à la base et en fait, quand ils se marient, on voit qu'elle est Elle blonde. devient blonde. Ouais. Et donc elle lui dit ouais je pris rendez-vous dans la journée machin et le soir il rentre avec le dîner et en fait elle n'a pas fait ses racines et lui il lui fait la réflexion et puis bon et en fait elle, pareil comme pour l'autre elle se réveille le lendemain matin elle est enfermée dans la chambre de bonne. Bah, en fait, c'est pire que ça, c'est qu'il lui dit tiens chérie, tu peux aller me chercher dans le grenier mes papiers Ah oui, c'est vrai, pour t'as le raison. travail. Et donc elle y va d'elle-même parce qu'elle était jamais vraiment montée toute seule dans le grenier. Et en fait, elle entend la porte se fermer sur elle. Et du coup, elle est enfermée et c'est là qu'il lui dit à la porte c'est important de prendre soin de soi. C'est un privilège. C'est un privilège. Et donc là il lui demande de retirer 100 cheveux mais avec le bulbe du cheveu. Et donc, elle le fait péniblement, Charmant. c'est un enfer. Et elle lui donne, et il revient le lendemain, il dit, il faut recommencer, parce qu'il y en a un, il manquait le bulbe. Et en fait, on se rend compte que le mec est psychopathe, quoi, et que du coup, il la torture. Et donc, à partir de là, on comprend que en réalité, elle a embauché une femme de ménage avec l'idée qu'il tombe amoureux, entre guillemets, de la femme de ménage, et que elle puisse se barrer. Et que du coup, toutes les crasses qu'elle a faites à Millie, c'était pour la faire... pour qu'elle soit dans le besoin. Voilà, exactement, besoin d'un qu'elle soit en soutien, en galère. fait. Ouais. Et moi, on va rentrer un peu dans les scènes qui nous ont marqué ou pas, mais en fait, pour moi, le film, il a un vrai problème à ce niveau-là, et je sais pas comment c'est fait dans le livre, mais pour moi, il y a un truc qui est con. Parce que si ta take, c'est d'essayer de la faire virer pendant tout le long du film, pour moi, avec le recul, je me dis, en fait, elle a essayé de la prévenir. Puisque si elle se fait virer, l'autre jamais elle revient. Et du coup, je trouve que ça marche pas. Mm-hmm. Moi, je trouve que le mécanisme d'être méchante avec elle, ça n'a pas de sens.
Ça sert à rien qu'elle soit méchante avec elle. Je veux dire, elle avait juste à faire en sorte de s'embrouiller, entre guillemets, avec son mari, mais pas avec elle. Ça n'a pas d'intérêt, je trouve, qu'elle soit méchante avec elle. Qu'elle soit méchante, à la limite, avec son mari, pour que l'autre, elle ait un peu de la pitié pour le mari, et ce qui devient le cas. Mais je trouve que, et je parle juste du film, encore Bien une sûr, fois, ouais. je trouve que ça marche pas. Alors, c'est peut-être parce que j'ai lu le livre, mais en fait, ce qui est sous-entendu, c'est qu'elle fait ça pour que, en fait, elle sait très bien qu'elle est borderline et que ça n'a aucun sens, tous les reproches qu'elle fait à Millie. Et du coup, elle sait comment son mari est, qu'il aime bien aider la demoiselle en détresse. Et en fait, c'est pour faire ça. Elle veut pas la virer. Elle sait très bien que le mec la laissera jamais partir, et surtout qu'il va jamais... Parce que, justement, elle a arrêté de s'occuper du ménage, de ces trucs-là et de tout ce qu'il faisait, parce que dans le film, il n'y a que la scène avec les cheveux. Et après, on passe tout de suite à la scène où on apprend qu'effectivement, c'est Andrew qui avait empoisonné et presque noyé Cecilia et qui avait drogué, comment ça s'appelle, Nina. Et donc, voilà, dans le bouquin, c'est pas tout de suite après, à ce moment-là. Je crois pas. Je crois qu'il y a plusieurs... Ou alors si, ça doit être ça. Non, j'ai rien dit, je dis des conneries. En fait, ça pareil, on suit exactement le même schéma que le bouquin. C'est tout de suite après cette péripétie-là. Péripétie Donc du coup voilà, mais moi je trouve que ça marche pas du coup. Oui, mais de toute Après, façon c'est un peu gros de toute façon. Enfin, en fait il la tient justement grâce à ça, parce que en fait suite à ça elle est arrêtée, elle est envoyée dans un hôpital psychiatrique et lui il a le rôle du mari qui la soutient et compagnie, et elle-même en fait se dit mais je me souviens de rien, peut-être qu'en fait j'ai rêvé machin, et en fait il la renferme. Je crois que dans le film il la renferme qu'une fois en fait. Non, elle dit dans le film on le voit qu'une fois, mais elle dit que plusieurs fois elle a été enfermée. Ouais, c'est ça, parce que dans le bouquin on le voit, et je crois qu'il y a 2 scènes où elle est enfermée en haut et compagnie. Là elle le dit en voix off, parce qu'évidemment on l'a pas dit, mais le film surabuse des voix off. Oui, mais il surabuse des voix off parce que le bouquin est comme ça et qu'ils ont pas su comment le faire. C'est ridicule, mais tout le problème. C'est tout le problème. Genre, on revient toujours au même truc, c'est une mauvaise adaptation. C'est ça. Mais après, je suis à moitié d'accord, parce que la structure du bouquin, comme je disais, c'est Gone Girl. Dans Gone Girl, t'as ce côté-là, voix off. Dès que tu passes sur le deuxième point de vue, je vais pas trop spoiler là, parce qu'on aura l'occasion d'en parler pendant l'épisode si on le fait, mais t'as ce côté-là. Genre, au moment donné, on passe sur l'autre point de vue, c'est la voix off de ce personnage-là qui prend le relais. Et ça contredit, en fait, ça fait exactement pareil, ça contredit toute la manière dont on voyait le début du film. Mais tu noteras que en termes de flashback et compagnie, dans ce film-là, il y a la voix off de Nina. Ça, à la limite, elle s'entend parce qu'elle explique ce qu'elle a vécu. Mais les séquences où il y a de la voix off de Millie... Ah non, ça n'a aucun sens. Ça, c'était un aveu de faiblesse pour montrer. On ne sait pas comment visuellement montrer ce que le bouquin montre. Ouais, bien sûr. On revient toujours à ça. Une adaptation, c'est tu adaptes un truc que tu as écrit au cinéma. Le cinéma, c'est ne raconte pas, c'est montre. Alors, moi, je suis plutôt partisan de la voix off, ça me pose pas de problème. Mais dans ce film-là, elle est, en tout cas pour le personnage de Millie, ça sert à rien. Oui, bien sûr. C'est un peu de la flemme, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, suite à ça, parce qu'on est toujours dans le flashback de Nina, Nina, en fait, on comprend que, parce que Andrew la laissera jamais partir, en fait, tant qu'elle ne lui aura pas fait un enfant. Et en fait, on rend compte qu'elle a pris la pilule, elle a trouvé un gynécologue qui lui a donné une pilule sans que Andrew soit au courant et compagnie. Mais lui, en fait, tous ces moyens qu'elle avait pour s'échapper, il le trouvait, on ne sait pas comment, par la force du Saint-Esprit. Il l'empêchait, il la gardait sous sa coupe. Et en fait, elle a tout fait pour engager Millie, parce que Millie, justement, elle a passé 10 ans en prison pour meurtre. Et elle s'est dit, elle saura se défendre. Et elle fera quelque chose. Et Enzo, on comprend que notre muet italien, et notre italien muet, en fait, est dans le coup avec Nina, même s'il lui dit, c'est pas cool de faire ça à une autre fille, mais en même temps, je t'aiderai à t'en sortir. Donc, oui, il a un peu de la pitié. Là. Donc voilà, d'ailleurs, dans le film, ils ne couchent pas ensemble, je crois. Non. Dans le livre, si. Okay, non, ils couchent une fois ensemble. Voilà. Et après, suite à ça, back to the present, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, on revient avec Millie. Avec Millie qui est dans sa chambre. Essaye tant bien que mal de se trouver une solution. Finalement, elle se scarifie vraiment bien. Hein. Elle fait les choses correctement. Finalement, on passe sur le dernier acte. Hein, oui, on va enchaîner. Est-ce qu'on a des scènes marquantes ? Les scènes marquantes, elles arrivent là, en fait, je trouve. Je suis d'accord. La dernière partie est plus sympa. C'est les scènes les plus visuelles. On est d'accord. On répète, hein, mais visuellement, le film est tellement pauvre. Non, vraiment, il n'y a pas de scène marquante. Il n'y a aucune scène marquante. Il n'y a pas de scène marquante, quoi. La seule scène visuelle qui est marquante, et c'est très triste, c'est la scène de cul. Hein. Je suis désolé. Hein. Oui, encore. Et encore. Non, mais elle est marquante parce que t'es plus du tout dans le même ton à l'image, en termes de couleur et compagnie. C'est juste ça que je veux dire. Oui, parce que c'est voilà.
Après, C'était voilà. très pervers ce que je viens de dire. C'était pas... Croyez-moi, je suis normal. Moi, je fais juste, avant qu'on aille sur la fin, un micro-point VF. Donc, je l'ai vu en VF parce que là où je suis allé, il n'y avait pas de séance VO aux horaires. Je l'ai vu en VF aussi. Donc en la fait, j'ai dit VF, n'importe elle quoi. est merdique. Ouais. Mais alors vraiment, pourtant, Dieu sait que moi, je suis pas du tout anti-VF. Je ne comprends pas qu'on soit anti-VF. C'est un débat vraiment que je ne comprendrai jamais. Qu'on aime la VO, on va voir de la VO, mais laissez les gens voir de la VF s'ils veulent voir de la VF. Je ne comprendrai jamais pourquoi il y a des gens qui en font un combat. Je citerai pas de nom, mais je pense à une personne en particulier sur Internet qui parle de ça toutes les semaines. Mais en tout cas, la VF dans ce film-là, elle est mauvaise. Mais en même temps, ça va avec l'ensemble. C'est un film feignant, donc la VF, elle est feignante. En même temps, est-ce qu'il y avait oui, ouais, non, j'allais dire, est-ce qu'il y avait vraiment matière à faire une VF extra? Non, mais évidemment, mais le film est pas terrible, mais bon. Mais même ça, en tout cas, ça n'aide pas, quoi. Bon, alors comment ça se finit? Comment ça se finit? Donc, du coup, comme on disait, on retrouve Millie en train de se faire les 21 entailles dans le ventre. Autant que d'éclat, comme on disait. Une fois la tâche accomplie, Andrew entre dans la pièce pour la faire sortir. Mais surprise, Millie en fait trouve un couteau à fromage qu'avait laissé Nina dans la chambre, et oui. à côté du seau à pipi. Donc du coup, elle poignarde Andrew dans le cou. Il y a une petite lutte qui s'engage et finalement, elle en sort vainqueur et elle sort et elle enferme Andrew en fait tout simplement dans la chambre. On est d'accord qu'on te poignarde à cet endroit, tu meurs instant. Il y a un truc qui s'appelle une artère là. Il me semble que normalement, oui. L'endroit où il prend le coup de couteau, bon, surtout que. Ouais, mais il est tellement musclé qu'il a contracté la peau du cou. Et donc, du coup, ça a arrêté les manches. C'est un personnage de manga, je te l'ai pas dit. C'est un personnage de shonen, donc. En tout cas, c'est lui qui se retrouve enfermé. C'est lui qui se retrouve enfermé. Et donc là, les rôles sont inversés. Girl Power, oui. on est parti, c'est la vengeance. Et alors, du coup, là. Millie, en fait, c'est le petit running gag pendant la fin du film. Elle lui dit exactement la phrase du « je vais te laisser sortir ». Mais pas tout de suite. Elle lui dit au moins 3-4 fois. Voilà, et donc elle le force à se mutiler. Je crois qu'elle commence. Elle lui dit quoi au demande début de s'arracher une dent. C'est tout de suite ça ? Oui, c'est tout. En fait, au départ, elle casse la vaisselle devant la porte. Et lui, il l'entend. Il lui dit, je t'en supplie, arrête. On lui dit, ok, tu veux que j'arrête ? Bah, tu vas faire ça. Et en fait, elle lui demande. Elle lui donne une pince qu'elle a été chercher. Exactement. Et elle lui demande de s'arracher une dent parce que, en fait, il y a tout un truc dans le film, et j'imagine aussi dans le livre, sur le fait qu'il est reconnu d'abord par son sourire étincelant. Il a un sourire vraiment ultra bright. Ce mec-là, d'ailleurs, je serais lui. Moi, je signerais une pub avec Colgate en sortie de film. Pour moi, il y a un marché à prendre. Mais du coup, elle lui demande de faire ça, ce qui est le symbole de sa réussite en fait. Oui, parce qu'il lui a dit plus tôt, et il lui a dit plus tôt effectivement que sa mère a toujours dit qu'il avait un sourire extraordinaire. Exactement. Et donc elle lui dit tu vas t'enlever une dent de devant quoi. Et le mec au début évidemment il veut pas. Et donc elle brise d'autres morceaux de porcelaine parce que j'ai dit une argenterie mais en fait non, c'est un service en porcelaine. Voilà, qui est hideux par ailleurs. Oui, mais très important pour lui, c'est la famille, tu connais. Mais tu vois ça aussi, je fais une parenthèse. C'est un peu son totem à ce truc là. Il a le truc des cheveux pour Nina et puis après il a ça. Mais pourquoi c'est important ? Enfin, tu vois, on n'en fait pas un truc. Tu vois, on t'explique pas pourquoi est-ce que pour lui c'est un truc important. Pourquoi est-ce que dans sa famille ça représente un truc. Tu vois, moi j'aime bien que dans une œuvre, quand tu as un objet totémique, on t'explique un peu le pourquoi il est précieux pour la personne. Là, on sait pas. En fait, c'est pas l'objet, c'est la leçon qu'il essaye de faire apprendre dans son esprit détraqué, qui est importante. Moi, mais je suis d'accord avec toi sur ce qui l'amène à la mettre elle dans la pièce. Mais à partir du moment où lui il est enfermé, si vraiment l'objet l'importait peu, ça devrait pas le heurter autant qu'elle casse la vaisselle. Parce qu'en fait, là, c'est pas ce qui le heurte, c'est pas qu'elle casse de la vaisselle, c'est qu'elle casse cette vaisselle-là. Et quelque part, jamais on t'a expliqué pourquoi ce service il était si important. Tu vois, on aurait dit. Ils l'ont dit, ils ont dit que c'était un service, c'est un truc de sa famille, que sa mère sort à tous les Noëls, à toutes les fêtes ou je sais pas quoi. Et donc c'est un truc comme ses parents déménagent en Floride parce que son père prend sa retraite. Ouais. Du coup, c'est un truc qu'il lui laisse dans la maison. Tu vois, je trouve que ça. Mais ça, on le dit, c'est dit dans le film. Mais on n'appuie pas dessus en fait. Mais non, mais on n'appuie pas dessus. Mais en fait, c'est pareil dans le livre. Dans le livre, on n'appuie pas sur le pourquoi il réagit comme ça. Pourquoi on comprend que c'est rapport à sa mère et on le comprend à la fin, dans la dernière scène. Mais sa mère qui n'est pas du tout un personnage caricatural non plus. Pas du tout. Ni les copines de Nina, on n'en a pas parlé. Non, mais je pense un jeu d'actrice et enfin des personnages caractérisés vraiment avec subtilité. Mais pareil, c'est pour le coup là, c'est fidèle. Non, mais je dis pas. Mais c'est terrible, mais c'est fidèle. Donc bref, il s'arrache une dent, Pépère. Il s'arrache une dent, bien comme il faut. Ouais, alors très honnêtement, la scène,
J'ai vu des trucs sur Instagram ou genre des petits réels où tu vois des gens dans la salle. La réaction de tout le monde à cette scène et tu le vois juste, le mec il filme. On voit Andrew commencer à s'enlever la dent et puis il regarde les réactions des gens. Et les gens, ils sont tous. En vrai, on voit pas rien grand-chose. du tout. Non, Faut on arrêter. voit pas C'est pas Saw, Mais- c'est pas de l'horror porn non plus. Je suis d'accord, mais le public qui va voir ça ne voit jamais ça dans des films qu'il va voir. Faut arrêter. Je pense. Ouais, on sous-estime trop les gens, on les prend trop pour des cons. C'est un film qui prend les gens pour des cons, moi je trouve. Oui, Et- ça, je suis d'accord. Donc du coup, putain, c'est fou, j'arrive pas à le finir. On y est presque. Il s'arrache la dent. Millie lui dit non, mais je te fais quand même pas sortir. Et on repasse à Nina. Nina qui elle fait sa vie. Avec sa fille. Elle est retournée chercher sa fille. Elle se dit c'est bon, on va pouvoir voyager. Et puis finalement, il y a Enzo qui la rappelle, qui fait ouais, c'est chaud là. Il y a leur voiture, mais ils sont pas sortis depuis longtemps. Tu veux pas aller faire quelque chose? Et la petite qui a vraiment exècre la femme de ménage depuis le début. Elle parle comme bien. Millie, Dire, ouais. ça serait bien qu'on aille la chercher. Bah pourquoi? Voilà, Tu c'est t'en ça. En bats les fait, c'est couilles, pas en vrai. Enzo, c'est elle qui lui dit ça. C'est elle, ouais. Et Dans le donc, bouquin, c'est Enzo. La petite, elle est inexistante dans le bouquin. bah là, dans le film, c'est elle qui fait Je sais revenir. parce que du coup, on l'a vu avec Millie. Elle a une scène avec Millie où on sent Ouais, il y a qu'elle un début pourrait de quelque chose. Voilà, alors qu'elle est pas du tout dans le bouquin cette scène-là. Quelle adaptation extraordinaire. Et du coup, excuse-moi. Donc du coup, il s'arrache une dent. Je l'ai dit ça. Oui, non, et du coup, elles reviennent. Ils reviennent. Du coup, Nina revient après avoir laissé sa fille justement à Enzo. Et elle revient et elle va jusqu'au grenier. Elle voit la salle fermée. Et elle se dit Millie, je vais vous sortir de là. Et là, elle ouvre la porte. Et puis en fait, coucou, c'est moi. Et Et voilà. en fait, c'était Andrew. Donc là, Andrew commence à taper Nina. Un combat s'engage. Et là, il s'apprête à vraiment la tuer justement sur ce fameux petit salon mezzanine qu'il n'utilise jamais. Tu vois, je t'avais dit que fusil de Tchekhov. Et oui, j'ose. Oh là, alors ça, c'est interdit. Ça, c'est blasphème ce que tu viens de faire. Je sais. Et donc voilà. Et là, boum, Millie arrive et elle lui dit non, c'est toi qui vas mourir. Ou je sais plus c'est quoi la Ouais, réplique. grosso modo, Grosso modo, Parce c'est que ça. Il est pas loin, enfin, il croit qu'il est en train de la convaincre de finalement revenir avec sa première femme. Il essaie de dire oui, mais peut-être qu'on oublie tout, machin. Il a une dent de travers et tout, c'est merveilleux dans cette scène. Mais, Il est en sang, du coup. Bah, évidemment. Ouais. Mais cela dit, il s'est quand même arraché une dent. Il a pris un coup dans le cou, c'est le cas de le dire. Il a perdu 18 litres de sang, mais le gars va bien quand même. Il peut se battre sans problème. Oui, mais il est musclé, Ça, c'est beau. je te l'ai dit. Ah oui, ça, c'est très musclé. Ça, c'est ça. Et donc, voilà. Donc, Millie arrive, le pousse par-dessus la rambarde. Il tombe au milieu de l'escalier en colimaçon par terre. Et donc là, les deux ont gagné. Mais les deux se disent, Nina lui dit, Millie, vous allez être dans la merde avec votre conditionnel. Rentrez chez vous, je dirais que c'est moi, patati patata. Les policiers enquêtent sur l'incident. Ah oui, non, juste avant, Nina, elle laisse tomber une petite ampoule à côté du corps complètement mutilé du mec. Hein. Exactement. Elle dévisse une ampoule Voilà. et elle le jette à côté. Elle la jette à côté. Elle dit, je dirais qu'il a essayé de déviser une ampoule qu'il est tombé. C'est très crédible. C'est très crédible. Ah, c'est crédible dans le sens où quand il tombe, on le voit quand même se cogner la tête. Alors, Oui, pas pour oui. la blessure au cou, mais pour la dent, on le voit se cogner la tête. Oui, parce qu'elle jette la dent aussi. Voilà. Et enquêtant sur l'incident, donc il y a une policière qui s'appelle Jessica Connors qui remarque des incohérences dans le récit de Nina, mais qui va pas approfondir parce que elle va lui dire écoutez, je suis la sœur de la première fiancée d'Andrew, donc celle avant vous, Nina. Je sais pas ce qu'il lui a fait, mais depuis qu'elle est revenue, elle a changé de nom et elle a plus jamais été la même. Je pense que les incidents domestiques en changeant une ampoule, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Donc là, on comprend que Nina va complètement s'en sortir. Et que la police est très efficace. Et que la police est très efficace, etc. Et puis bah après, ça se finit avec les funérailles d'Andrew, du bah coup. Millie revient. Alors Nina, qu'elle n'est pas censée revenir. Nina lui remet un chèque de $100 000, mais juste avant, elle a un petit échange justement avec la mère où on comprend finalement que la mère est responsable de pourquoi Andrew est comme ça. Oui, oui. Puisque du coup, elle lui dit, je lui avais toujours dit de prendre soin de son sourire. C'est bien fait pour lui. Oui, c'est ça. C'est son fils, hein, on rappelle au cas où. Voilà. Détail. Donc elle donne $100 000 à Millie pour l'aider à prendre un nouveau départ. Nouveau départ, pardon. Et Millie se présente à un autre entretien d'embauche dans lequel on comprend que la femme, un peu, qui a l'air aussi d'être une Nina bis en fait, a un petit bleu et elle lui explique justement, elle dit, vous m'avez été très chaudement recommandé par Nina, je pense que vous pourrez m'aider. Et là on voit qu'elle montre un peu exprès son bleu. Et on voit une photo du mari qui n'a pas du tout l'air méchant sur le frigo. Et là, elle dit oui, je pense que je pourrais bien vous aider. Et fin du film, alléluia, je n'en pouvais plus. Et malheureusement, il y aura une suite et on risque de nous menacer de la faire. Absolument, absolument. Non, vraiment, c'est...
Je pense que je suis pas le public, franchement. Non, mais au-delà de ça, on a parlé de plein de films quand même ici depuis qu'on fait le podcast, et on a tous, même moi et toi, aimé des films qui n'étaient pas forcément fous et tout. J'aime que mais... des chefs-d'œuvre, Guillaume. Arrête, c'est toi qui as Non, mais franchement, c'est vraiment pas un bon film. Non. C'est vraiment pas intéressant. Il y a rien à aller chercher. Même si la deuxième partie est un peu mieux, franchement, si vous êtes tenté par ce truc, moi j'ai envie de vous dire, lisez le bouquin. Je suis sûr que le livre est meilleur. Alors, je pense objectivement que j'ai préféré le livre au film. J'ai préféré le livre au film, pour le coup. Petit point différence, je te spoil le bouquin ou pas ? Oh bah oui, tu peux y aller. Si vous l'avez pas lu et que vous voulez pas savoir, partez. En vrai, je pense mais que ça vous empêchera pas d'apprécier le livre si vous savez ça, mais bref. Ils ont adapté, ils ont changé beaucoup de choses dans la dernière partie, notamment la façon dont meurt Andrew. Dans le bouquin, lorsque Nina arrive, elle trouve Andrew mort quand elle ouvre la pièce, quand elle ouvre le grenier, et mort depuis plusieurs jours. En fait, on comprend que dans le bouquin, on croit que c'est en même temps, mais en fait, c'est plusieurs jours après qu'elle arrive, et qu'en fait, Millie, elle arrive derrière elle lui fait oui, bah je l'ai. Et en fait, on comprend qu'il s'est arraché une dent, il s'est mutilé, des trucs comme ça. Et avant ça, quand il enferme Millie, ça n'a rien à voir avec un service de porcelaine, c'est parce qu'elle a laissé traîner 3 livres hors de la bibliothèque qu'elle les a pas rangés. Et c'est 3 bouquins épais comme des pages jaunes, quoi, tu vois, si ce n'est plus. Et en gros, quand elle... la référence des pages jaunes, il y a des gens qui écoutent qui vont pas la voir. Sérieux ? Ah merde, comme des bottins, je sais pas, ça marche pas non plus. Non, ouais. mais pense, on va citer notre community manager qu'on embrasse. Victoria, je pense, tu ne sais pas ce que c'est un bottin de page jaune, par exemple. C'est terrible. Malheureusement, c'est terrible. C'est un coup de vieux pour nous en 2026. Ah, tu m'as foutu la haine, j'ai plus envie de parler. Pardon, je t'ai coupé. Bon, donc du coup, voilà, et donc elle est obligée de ranger ces 3 gros bouquins, et du coup, il l'enferme avec ces bouquins-là dans la pièce, et il lui dit tu vas rester 3 heures avec les 3 bouquins en équilibre sur ton ventre. Et elle, pour se venger, lui dit, quand elle l'enferme à son tour dans la pièce, bah toi, tu vas rester 3 heures avec ces 3 bouquins en équilibre sur ton sexe. C'est super. C'est très subtil aussi. Ah waouh. Et du coup voilà, et donc il y arrive, et après elle lui dit non, je pense que t'as pas vraiment réussi, il restait 1 minute, donc du coup tu le refais. Et en fait elle le torture en fait pendant plusieurs jours comme ça. On l'a pas dit, mais dans le film on nous signale que non seulement que le premier meurtre qu'elle a commis qui lui a valu 10 ans de prison, en fait c'est quand elle était dans une école de riches, et qu'il y avait un mec qui était en train de violer sa camarade de chambre, sa colocataire de chambre, et donc elle l'a tué un peu malgré elle, même si elle n'arrivait plus à s'arrêter. Et on comprend que tous les emplois dans lesquels elle a été virée depuis sa sortie de prison, c'était parce que il y avait des mâles dominants très cons et très abjects, et que du coup elle se laissait pas faire, et que c'est pour ça que Nina l'avait choisi. Et donc il y a ça en différence, et la façon dont il meurt, en fait ils ont rajouté vraiment tout un aspect poursuite. Ils ont étiré le truc à mort, machin, et pareil, le policier, normalement c'est le père de la première fiancée, c'est pas la sœur. Ok. C'est juste pour l'anecdote. Donc voilà, La femme de ménage, c'est enfin terminé. Avec un peu de chance, on n'aura pas la suite avant 4-5 ans. D'ici là, peut-être qu'on me forcera plus la main pour le faire. Je ne sais pas. Non, bah écoute, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça marche. Donc il y aura une suite au cinéma. Ça semble inévitable. Ils l'ont annoncé il y a 2 jours, je crois. Bah voilà. Donc au moment où on enregistre, on sait déjà qu'il y aura une suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Désolé, l'épisode est un peu décousu. Il y a un peu de fatigue de rentrée qui se fait sentir de notre côté. En tout cas, on espère que l'épisode vous aura plu. Et puis, on vous dit à la prochaine. Et la semaine prochaine, évidemment. Rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Sur toutes les plateformes, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. À partager, surtout, ça nous aide beaucoup. Mais oui, clairement, ça nous aide quand vous relayez nos épisodes et que vous en parlez autour de vous. Et donc, n'hésitez pas à interagir également. Mais bien sûr, commentez sur le Instagram, sur toutes les plateformes. Vous pouvez commenter partout. Cliquez. Voilà, exactement. Mettez un pouce bleu. Voilà, celle-là de ref, elle est technique aussi. Hein. Oh la vache. Allez, la vache. Il fait des burgers maintenant. Bon, allez, vas-y. Ciao. À la semaine prochaine. Salut. Ne passerez pas. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi. Je vous emmène, je rentre à ma maison. D'accord, faisons comme ça.